Quisiera darle las gracias por acompañarnos este día, que corresponde al cuarto año de la Cátedra de Demografía que lleva el nombre de un destacado demógrafo francés, Jean Bourgeois Pichat. También deseo agradecer la presencia del doctor Manuel Ordorica, secretario general del Colegio de México, al doctor Jean-François Prudhomme, coordinador general académico, al doctor José Luis Lezama, director del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, a Marit Aude Lavos, encargada de la misión de cooperación universitaria de la Embajada Francesa, y claro, por supuesto, a nuestro ponente, Daniel Courgeot, profesor emérito del INED, Instituto Nacional de Estudios de la Demografía. La cátedra se instaló en octubre de 2004, gracias al convenio celebrado entre la Embajada de Francia en México, el Colegio de México y el Colegio de la Frontera Norte. La Cátedra de Demografía Jean Bourgeois Pichat tiene como objetivo difundir las enseñanzas y las aportaciones de las líneas de investigación de este reconocido demógrafo francés. Jean Bourgeois Pichat nace en 1912 y, al igual que muchos de los grandes demógrafos franceses, estudia en la Escuela Politécnica de París. En 1943 se incorpora como demógrafo a la Fundación Francesa para el Estudio de Problemas Humanos. En 1945 es invitado por Alfred Zubie a integrarse al recién instituto creado Nacional de Estudios de Demografía, INED, el cual dirige entre 1962 y 71. Su carrera es vasta tanto y dentro fuera de la institución. En repetidas ocasiones visitó Latinoamérica y entre 1953 y 62 se desempeña como director adjunto de la División de Población de las Naciones Unidas en Nueva York. Una vez finalizado su gestión como director del INED, crea y preside hasta su fallecimiento en abril de 1990 el Comité Internacional de Cooperación para las Investigaciones Nacionales en Demografía, conocido como CICRED. Sin embargo, su fama no solamente deriva de la importancia de los cargos que ocupó, sino de las numerosas contribuciones que realiza en la investigación demográfica. Junto con dos politécnicos brillantes, Soisy y Henry, logra dar prestigio a la disciplina demográfica tanto en Francia como en el ámbito internacional. La obra de Bourgeois Pichat es muy extensa y diversificada. Es conocido sobre todo por la distinción que estableció entre mortalidad endógena y exógena, la teoría de poblaciones cuasi estable y las proyecciones de población bajo condiciones de crecimiento cero. La creatividad que lo caracterizaba lo condujo a ocuparse de muy variados temas. Su curiosidad no le escapó el estudio de la fecundidad, de las variaciones estacionales de la nupcialidad, los efectos de los cambios de la dinámica poblacional sobre el envejecimiento y sus consecuencias sobre el financiamiento de la seguridad social. Aunque sus desarrollos metodológicos siempre fueron muy conocidos y muy cercanos a la matemática y estadística e incluso a la medicina, su visión de los problemas poblacionales era muy amplia, como lo demuestran sus escritos y sus conferencias. En esta ocasión, para cumplir con nuestro propósito, el Colegio de México ha invitado al doctor Daniel Courgeot, distinguido demógrafo francés, reconocido en Francia e internacionalmente por sus aportaciones metodológicas en el cambio de demografía. Ahora quisiera darle la palabra a Jean-François Prudhomme, coordinador general académico. Gracias, Fátima. Buenas noches, bienvenidos a todos. Voy a ser sumamente breve porque somos muchos aquí en el presidio. Como bien lo decía Fátima, es el cuarto año de esta cátedra en estudios demográficos. Es una cátedra que ha funcionado muy bien y que nos ha permitido consolidar una relación ya que tiene varios años de existencia entre el Colegio de México y las instituciones dedicadas al estudio de la demografía en Francia, y pienso en particular en el INED. Entonces, cabe subrayar que se trata de una relación que tiene historia y que tiene una larga tradición. También quisiera, antes de terminar, agradecer
primero a la Embajada de Francia. Esta cátedra Jean Bourgeois Pichat es una de las 4 cátedras que tenemos aquí en el Colegio de México. Tenemos una cátedra Marcel Bataillon en estudios históricos que compartimos con otras instituciones académicas mexicanas. Tenemos una cátedra Jean Monnet de estudios internacionales y tenemos una cátedra Simone de Beauvoir de estudios de género. Y todas esas cátedras nos han permitido estrechar nuestras relaciones con el mundo de la investigación y de la educación superior de Francia. También, en este caso, quisiera agradecer a 2 colegas del Centro de Estudios Demográficos que se han encargado de la dirección de esa cátedra. Se trata de la doctora Julieta Quilodrán, que participó activamente en la creación de la cátedra, y ahora a la doctora Fátima Juárez. Entonces, sin más, terminó esa breve introducción de bienvenida y le paso la palabra a mi colega José Luis Lezama, director del Centro de Estudios Demógrafos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. José Luis. Muchas gracias. Veo que esta es una buena forma de ahorrar tiempo, irnos presentando cada uno al sucesor. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias a todos por su presencia en este evento, con el cual iniciamos el capítulo 2007 de la Cátedra en Demografía Jean Bourgeois Pichat. Agradecemos a la Embajada de Francia su apoyo por hacer posible esta importante actividad académica, la cual nos permite cada año contar con la participación de un importante especialista francés en temas demográficos. Le agradecemos a María Labros, encargada de la misión de cooperación universitaria de la Embajada de Francia, y por medio de ella a la propia Embajada y al Gobierno de Francia. Muchas gracias, María, por el apoyo que nos han brindado. Es un honor tener entre nosotros al doctor Daniel Curuyó, heredero de una gran tradición demográfica francesa, que tuvo entre sus mejores exponentes a Alfred Sauvy, Louis Henry, Gerard Callot, Julie Lederman, Paul Vincent, Léon Tabat, etc. Y por supuesto a quien se debe el nombre de esta cátedra de demografía del Colegio de México, Jean Bourgeois Pichat. Las contribuciones del doctor Curuyó son inmensas en el campo de la demografía. Va a corresponder al doctor Ordorica hablar un poco más sobre eso. Con el doctor Curuyó, la demografía francesa muestra, de acuerdo a los especialistas, muestra una gran vitalidad, explora nuevos caminos y se afianza como una ciencia con un alto potencial explicativo y predictivo. El Colegio de México ha publicado en español su libro Análisis demográfico de las biografías, con lo cual los estudiosos de esta disciplina en el mundo hispánico cuentan con una excelente herramienta de análisis. El Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México le da al doctor Curuyó la más cordial bienvenida y se complace con la presencia de tan connotada personalidad en el campo de la demografía y de las ciencias sociales. Bienvenido, doctor Curuyó, y a mi vez le voy a pasar la palabra al doctor Ordorica, pero antes quiero decir que esta conferencia se está transmitiendo a distintos lugares. Al Colegio de la Frontera Norte, se está transmitiendo a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Yucatán, al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en Cuernavaca, al INEGI, se está transmitiendo al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, Argentina, y al Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias y Manuel, tienes la palabra. Estoy un poco agripado, así es que les pido 1000 disculpas por mi voz, pero voy a tratar de hacer lo mejor que
que pueda. Doctor Daniel Curlló, bienvenido, compañeros y compañeras del Presidium, señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos todos al Colegio de México. En primer lugar, quiero mencionar que el doctor Javier García Diego, presidente de la institución, les envía a todos un cordial saludo y desea mucho éxito en estas 3 sesiones. También, les quiero mencionar que nos da mucho gusto tener al doctor Curlló en el marco de la cátedra Bourgeois-Pichat, quien nos hablará sobre la nueva demografía. Hemos tenido la oportunidad de que esté con nosotros en algunos años anteriores. El doctor Curlló es un demógrafo muy conocido de todos nosotros y sobre todo en el ámbito de la demografía internacional. Una característica de él que me interesa destacar es su carácter innovador. Va traspasando las fronteras del conocimiento para incursionar en nuevos campos. ¿Quién es Daniel Curlló? Es ingeniero egresado de la Escuela Politécnica de Francia y doctor en demografía. De 1965 a 1987 se desempeñó como ingeniero jefe de CEITA comisionado en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, conocido como INED. En 1988 fue director de investigación en esta última institución y a partir de 2002 es designado director de investigación emérito. Su obra es muy extensa, tanto en el ámbito de la investigación científica como de la enseñanza y la difusión, lo cual lo ha hecho acreedor de un amplio reconocimiento nacional e internacional. Los temas abordados en ella se centran en 4 áreas muy bien definidas: la utilización de una perspectiva espacio-temporal, la creación de un nuevo paradigma en los estudios demográficos que trasciende las bases de la demografía clásica, al pasar de un análisis de grupos de individuos al de las biografías individuales, el análisis multinivel y la reflexión epistemológica. El aporte metodológico de todos estos estudios se ha visto plasmado en numerosos libros, artículos traducidos a varios idiomas y en las aplicaciones en diversos países de encuestas de tipo biográfico, las famosas 3B. Estas encuestas aportan información sobre las historias de vida de los individuos en relación a los fenómenos seleccionados, que por lo general son 3. Los métodos de análisis biográfico han permitido introducir también los estudios de carácter contextual y multinivel, en los cuales se trabaja simultáneamente con distintos niveles de agregación de la información con el propósito de comprender mejor los comportamientos. En la actualidad, sus reflexiones giran en torno a las principales preguntas metodológicas y epistemológicas que se plantean en las ciencias sociales, la genética del comportamiento y la aproximación bayesiana. Entre sus principales publicaciones figuran las siguientes: Métodos de medición de la movilidad espacial, del INED en 1988, el análisis demográfico de las biografías, en coautoría con Eva Leliev del INED en 1989, la versión en inglés de Event History Analysis in Demography, que se publicó por Oxford en 1992, y la versión en español de análisis demográfico de las biografías, que tuvimos, pues yo creo que el tino de que se pudiera publicar aquí en el Colegio de México. También tiene trabajos sobre metodología y epistemología de análisis multinivel, del grupo al individuo, síntesis multinivel, con Eva Leliev, un nuevo paradigma en la demografía, de la revista del INED de 1996, y nuevos enfoques metodológicos en ciencias sociales, también del INED en 1997. Son muchísimas los trabajos que ha escrito, y que pues en realidad pues me llevaría mucho tiempo leer la gran cantidad de trabajos que ya él ha desarrollado. Finalmente, antes de darle la palabra, quisiera comentarles que esta cátedra permite estrechar los lazos con la Escuela Francesa de Demografía, con la que tenemos una gran identificación. Hoy vamos a tener
la oportunidad de escucharlo con la conferencia magistral Nueva Demografía, del tratamiento de los eventos por grupos o individuos al análisis multinivel. El día de mañana también están invitados, la importancia de la inferencia estadística en los estudios de población, y el jueves 6, análisis multinivel, nueva perspectiva metodológica en demografía. Muchas gracias, le cedo la palabra al profesor Daniel Curjó. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est pour moi un très grand honneur et un véritable plaisir de participer à cette chaire en l'honneur de Jean Bourgeois-Pichat. C'est en effet en tant que directeur de l'INED qu'il m'a permis d'entrer dans cette institution. C'est en tant qu'ami qu'il a échangé tant de discussions passionnantes et fructueuses avec moi, en particulier sur bien des thèmes que je vais traiter aujourd'hui. Je lui dédie donc cette conférence. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle façon de saisir les phénomènes sociaux qui permettent de passer du groupe à l'individu pour mieux comprendre leurs tenants et leurs aboutissants. Cette façon est nouvelle car la démographie, dans son histoire, a longtemps oscillé entre deux tendances. La première tendance est de considérer la société comme un tout homogène. C'est ce que l'on appelle un holisme méthodologique. Nous allons montrer que c'est bien ce que l'approche transversale ou l'approche longitudinale propose en démographie. La seconde tendance est de la considérer comme composée d'individus hétérogènes. C'est ce que l'on appelle un individualisme méthodologique. Nous allons voir que c'est ce que propose l'approche biographique. Je vais ensuite vous montrer ici les raisons qui ont conduit à passer de l'une de ces approches à l'autre, puis en rechercher une synthèse qui dépasse le holisme et l'individualisme méthodologique. Ce sera l'approche multiniveau. Ayant présenté les grandes lignes de cette conférence, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. Première. Pour commencer, nous allons montrer que l'opposition entre la société et l'individu qui vit dans son sein pose des questions cruciales en sciences sociales et plus particulièrement en démographie. D'une part, les sociologues et les démographes donnent parfois un rôle prépondérant à la société dans laquelle vivent les individus. Comme le dit si bien Aristote, la cité, entendez maintenant la société, est par nature antérieure à la famille et à chacun de nous pris individuellement. Le tout, en effet, est antérieur à la partie, puisque le corps entier, une fois détruit, il n'y aura ni pied ni main, sinon par une simple homonymie au sens où l'on parle de main de pierre. Une main de ce genre est une main morte. De même, pour les tenants du holisme méthodologique, l'origine des faits sociaux est à rechercher dans la constitution du milieu social où ils se produisent. Et non dans les individus qui en font partie. Ainsi, il faut partir de la société comme un tout organisé en vue de remplir un certain nombre de fonctions. C'est en rapportant les faits sociaux observés à la société dont ils sont l'expression que l'on pourra expliquer et fonder les actions qu'ils exercent les uns sur les autres. À l'inverse, d'autres sociologues, d'autres démographes, tenant de l'individualisme méthodologique, vont considérer un phénomène observé non plus comme s'il était déterminé par la société considérée,
mais au contraire comme la résultante d'actions ou d'attitudes individuelles. Il est dès lors indispensable, comme le dit si bien Boudon, le sociologue français Boudon, de reconstruire les motivations des individus concernés par le phénomène en question et d'appréhender ce phénomène comme le résultat de l'agrégation des comportements individuels dictés par ces motivations. Donc vous voyez que ce sont deux approches très différentes l'une de l'autre. Il faut donc partir cette fois-ci de l'observation des vies individuelles pour mettre en évidence la façon de relier entre eux les différents phénomènes étudiés aux caractéristiques individuelles. Nous allons essayer de montrer ici que ces deux approches sont aussi bien justifiées l'une que l'autre, mais qu'elles peuvent conduire, lorsqu'elles sont mal appliquées, à des contradictions et même à des contresens qui peuvent être assez graves. Et il nous faudra dès lors rechercher une synthèse qui permette de les intégrer dans une approche unique. Nous allons maintenant débuter par la présentation plus détaillée de l'approche agrégée, qui, nous le verrons, peut prendre deux points de vue de la société. Deuxième. Le premier point de vue consiste à se placer à un moment donné pour voir comment la société va influer sur un comportement que l'on cherche à étudier. Cela conduit à ce que l'on appelle l'analyse transversale en démographie, analyse transversale des groupes sociaux. Pour illustrer cela, nous allons utiliser ici un exemple simple, mais très parlant, issu de l'analyse que nous avons faite des migrations en Norvège. Nous avons en effet travaillé sur les données du registre de population de ce pays que les services statisticiens de Norvège ont mis à notre disposition, et nous les en remercions ici parce que c'était vraiment un plaisir de travailler sur des données aussi nombreuses, exhaustives d'ailleurs, et aussi détaillées. Nous suivrons d'ailleurs ce même exemple pour présenter les diverses autres approches. Nous allons observer ici uniquement les hommes nés en 1948, ayant vécu en Norvège jusqu'en 1991, et nous considérons les changements de région effectués sur une courte période de 2 ans, suivant le recensement de 1970. Il représente 28 462 individus, donc vous voyez que c'est un échantillon important. Les enquêtes, si on pouvait faire des enquêtes sur autant d'individus, tout le monde serait bien content. Répartis selon 19 régions, surtout pour une seule génération. Voyons la première analyse que l'on peut faire à partir de ces données et les hypothèses à sa base. Nous considérerons ici ces données agrégées par région. En travaillant sur ces données, nous cherchons à voir si les régions avec un fort pourcentage d'agriculteurs ont un taux d'émigration plus ou moins élevé que les autres. Il suffit d'utiliser une méthode de régression classique sur les taux de migration en fonction du pourcentage d'agriculteurs et qui donne la figure ci-jointe, la suivante, la première figure ci-jointe. Nous avons porté en abscisse le pourcentage d'agriculteurs dans chacune des 19 régions et en ordonné leur taux de migration. Et l'on voit que lorsque ce pourcentage augmente, le taux de migration augmente également. Ces résultats sont également tout à fait significatifs. Dans ce cas, supposons que la probabilité de migrer des agriculteurs est indépendante des régions et que celle des autres professions soit différente, mais également indépendante de ces régions. Alors, dans ce cas, en utilisant cette approche holistique, on peut conclure que les agriculteurs en Norvège ont une probabilité près de 6 fois plus forte que les autres professions de migrer. En effet, il suffit de prolonger le graphique entre 0 et 100% pour arriver à la probabilité de migrer des non-agriculteurs et des agriculteurs. Ce résultat peut paraître surprenant, étant donné le coût tant financier que personnel d'un changement de région pour cette profession. Nous essayerons de démêler plus tard, plus loin, les raisons de cette apparente contradiction, mais voyons d'abord
les principes sous-jacents à cette approche. Paradigme sous-jacent, prochaine image. Voilà. En effet, on peut dire que ce type de raisonnement est sous-tendu par des principes que l'on peut appeler paradigmes. Voyons ce que nous entendons sous ce terme. Le paradigme définit la norme de ce qui est une activité légitime à l'intérieur du domaine scientifique qu'il régit. Il est dans sa nature de résister à une définition précise, mais on peut le cerner par des principes suffisamment généraux. On peut dire ici que les faits sociaux ont une existence indépendante des individus qui les vivent. Ils s'expliquent par diverses caractéristiques économiques, politiques, religieuses, sociales, et ainsi de suite, de la société. Cela définit une forme de causalité qui trouve son origine dans la société elle-même et non dans l'individu, et dont les effets se font sentir sur l'ensemble de la population. Cette approche est donc bien un holisme en ce qu'elle explique l'évolution d'une société à partir de ses finalités globales, sans faire intervenir la volonté individuelle à proprement parler. Ce paradigme est confirmé par l'institutionnalisation des services statistiques nationaux et la mise en place de recensements. Ceux-ci fournissent des instantanés de la population et enregistrent de nombreuses caractéristiques des individus et des ménages, indépendamment les uns des autres. Je pense que c'est le sociologue français Durkheim qui a bien reconnu que la statistique fournit le moyen d'isoler les faits sociaux. Comme il le dit, ils sont en effet figurés, non sans exactitude, par le taux de natalité, de la nuptialité, des suicides, et ainsi de suite. De tels indices permettent d'utiliser les méthodes de régression qui vont les relier à diverses caractéristiques des zones où vivent les individus. Prochaine image. Cette approche n'est cependant pas sans poser de nombreux problèmes. Nous n'envisagerons ici que les plus gênants, mais elle en pose également d'autres. En premier lieu, lorsque l'on veut résumer l'effet d'un phénomène tout au long de la vie d'un individu, on a l'habitude de construire sur une cohorte fictive des indices synthétiques, que je ne présenterai pas ici en détail. Donnons simplement ici l'exemple de l'indice synthétique de fécondité obtenu par addition des taux de fécondité du moment. Ces indices sont d'interprétation très difficile. Louis-Henri, dont on vous a parlé tout à l'heure, a très bien présenté ces inconvénients en disant... Qu'est-ce qui se passe? Au cours d'une période de récupération, le comportement est influencé par le retard antérieur. Attribuer à une cohorte fictive une série d'indices observés en période de récupération revient alors à postuler l'existence d'une génération qui, d'un bout à l'autre de sa vie, s'emploierait à rattraper un retard qu'elle n'aurait jamais pris. Ainsi, en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, l'intensité de la primonuptialité, qui devrait être inférieure à l'unité, atteint des valeurs supérieures à 1,5. Cela pose vraiment problème. En second lieu, ces régressions, lorsque l'on fait intervenir plusieurs caractéristiques explicatives, supposent que ces caractéristiques sont indépendantes l'une de l'autre. À nouveau, cela n'est pas le cas, et cela pose à nouveau un autre problème. Enfin, nombre de chercheurs pensaient que ces résultats obtenus avec des données agrégées pouvaient être interprétés au niveau individuel, agrégé et individuel. Ce raisonnement est absolument faux, comme Robinson l'a montré dès 1950. Ainsi, si travailler au niveau agrégé permet de minimiser les coûts d'exploitation,
les résultats obtenus peuvent être parfaitement contradictoires avec les résultats obtenus en travaillant au niveau individuel. Et c'est ce qui explique en particulier ce que je vous avais montré tout à l'heure. Mais on verra cela plus en détail plus loin. On appelle ce type d'erreur l'erreur écologique. On verra plus loin comment elle permet d'expliquer la contradiction indiquée plus haut entre la probabilité plus forte des agriculteurs de migrer et le coût élevé de cette migration pour ces mêmes individus. Devant ces nombreuses difficultés, il est nécessaire d'y pallier. Cela s'est fait progressivement. L'introduction de l'ancienneté dans le groupe a d'abord permis de résoudre le premier problème, celui des cohortes fictives. Passons à la prochaine image. Pour essayer de lever ce problème, l'analyse longitudinale va suivre les cohortes réelles, en privilégiant un temps lié à l'ancienneté des individus dans un état donné. Cette approche met l'accent sur la durée et permet de mieux séparer le fondamental du momentané. Il est cependant nécessaire de poser des hypothèses simplificatrices sur les relations entre les divers phénomènes, car celles-ci sont trop complexes. Une solution est d'isoler à l'état pur un des phénomènes, celui que l'on va étudier, et de considérer les autres phénomènes intervenant dans l'analyse comme de simples phénomènes perturbateurs. Cela permettra des comparaisons entre pays ou entre générations. Dans ce cas, les probabilités de connaître un événement à un moment donné seront identiques pour tous les membres de la génération ou de la cohorte. C'est ce que l'on appelle la condition d'homogénéité. De même, il y aura indépendance entre les événements étudiés et les autres appelés phénomènes perturbateurs. C'est ce que l'on appelle la condition d'indépendance. Sous ces deux conditions, une analyse longitudinale devient possible. Une telle analyse permet d'estimer pour chaque ancienneté un quotient d'éventualité, c'est-à-dire une probabilité que le phénomène étudié à partir des effectifs observés, cette fois-ci par l'état civil et les recensements. Ces quotients seraient les mêmes que ceux que l'on observerait en l'absence des phénomènes perturbateurs, par exemple la mortalité lorsque l'on étudie la nuptialité. Leur somme jusqu'à un âge donné donne l'intensité du phénomène et la répartition au cours du temps des quotients donne son calendrier. Les résultats d'une telle analyse ne conduisent plus aux problèmes posés par les cohortes fictives. L'intensité des premiers mariages sera toujours inférieure à l'unité ou au plus égale à elle. Suivante. On peut dès lors cerner le paradigme de cette approche par le postulat suivant. Le démographe ne peut étudier que l'arrivée d'un événement et d'un seul au cours de la vie d'une génération ou d'une cohorte, dans une population qui conserve tous ses caractères et les mêmes caractères tant que le phénomène se manifeste. Pour que cette analyse soit réalisable, cette population doit être considérée comme homogène et les phénomènes perturbateurs doivent être indépendants du phénomène étudié. Cette approche revient donc bien à nier toute spécificité à la vie d'un individu pour ne s'attacher qu'à l'arrivée d'un phénomène donné dans une population considérée comme un tout. C'est donc à nouveau une forme de holisme, bien que différent du précédent. Il se confine à la comparaison entre groupes homogènes étudiés durant toute leur existence. Les manuels de démographie qui en sont issus vont considérer chaque phénomène dans un chapitre séparé, puisqu'ils sont isolés à l'état pur. Nuptialité, fécondité, mortalité, migration, comme dans le célèbre ouvrage de Louis-Henri, Démographie, analyse et modèle de 1972. La suivante. Cette analyse permet de lever certains problèmes posés par l'approche transversale, mais rencontre des difficultés lors de son application à des données plus détaillées sur l'histoire des individus. En premier lieu, l'hypothèse d'indépendance entre les différents phénomènes démographiques
paraît difficile à poser lorsque l'on considère des événements comme l'entrée sur le marché du travail, la prise d'un logement indépendant et le mariage ou la mise en couple simultanément. Ces événements sont fortement interdépendants et se produisent au cours d'une courte période dans la vie d'un individu. Comment dès lors introduire cette dépendance alors que l'on suppose que les phénomènes sont indépendants entre eux? En second lieu, comme le paradigme ne permet que l'étude d'un seul événement, on se trouve dans l'impossibilité d'étudier les sorties par événements compétitifs, par exemple. Toutes les études de mortalité par cause, l'étude de la sortie du célibat par cohabitation ou mariage, sont de ce fait interdites. Il est par exemple évident que l'éradication d'une cause de mortalité, si elle est possible, changera les quotients de mortalité pour d'autres causes, d'une façon qu'il est impossible de prédire tant que la première cause existe. Enfin, dernière condition, l'homogénéité des populations doit être vérifiée. Si elle ne l'est pas, il devient nécessaire de décomposer la population en autant de sous-groupes homogènes. Et c'est là que va intervenir le plus de problèmes. Ainsi, pour l'étude de la nuptialité, ces groupes pourront être distingués selon la région de résidence, selon le revenu, selon le niveau d'éducation, ainsi de suite. En effet, la nuptialité n'a pas la raison d'être la même pour les agriculteurs, pour les autres professions, pour les gens vivant dans une partie du Mexique et les gens vivant à Mexico. Donc, vous voyez qu'il faudra distinguer ces divers groupes. Mais en faisant cela, on va se trouver en présence de groupes d'effectifs si restreints que leur taille empêchera toute analyse longitudinale ou même toute analyse quelle qu'elle soit. Qui plus est, on n'aura jamais la certitude d'avoir pris en compte tous les facteurs d'hétérogénéité de la population. Il restera toujours une hétérogénéité non observée dont l'effet sur les quotients sera totalement inconnu. Devant toutes ces difficultés, on peut se demander s'il n'est pas nécessaire de changer les hypothèses à la base de l'analyse pour pouvoir mieux asseoir les raisonnements tenus. L'analyse au niveau individuel devrait permettre d'échapper à ces différents problèmes. C'est en fait au début des années 80 que cette nouvelle approche apparaît en démographie, même si dans d'autres domaines, elle est déjà appliquée depuis 1972, année de publication d'un article de Cox qui l'a préconisé. Nous présentons d'abord l'introduction des comportements individuels avant de montrer son approche du temps. Nous allons considérer les deux séparément. Reprenons l'exemple des migrations norvégiennes. Nous disposons maintenant pour chaque individu, et non plus pour chaque groupe de régions, de la génération norvégienne, de sa profession et du fait qu'il ait migré ou non dans les 2 ans suivant 70. Il est alors possible de calculer la probabilité de migrer des agriculteurs et des autres professions pour chaque cas individuel, cette fois-ci. Un modèle logique simple permet ce calcul. La figure 2, ci-jointe, porte ces résultats. En abscisse, le fait que l'individu soit agriculteur ou non. En ordonnée, le taux de migration. Cette figure montre cette fois-ci que les agriculteurs ont une probabilité de migrer de 0,09, soit de 9%, contre 0,15 pour les autres professions, soit 15%. Ce résultat est plus proche de ce que l'on pouvait attendre que celui obtenu en faisant une analyse agrégée, comme plus haut. Donc, vous voyez qu'on se trouve devant une contradiction. L'analyse agrégée nous montre que les agriculteurs migrent plus, alors que l'analyse individuelle nous montre que les agriculteurs migrent moins. Mais nous verrons encore plus loin l'interprétation correcte à donner à cette opposition apparente. Cette analyse qui ne fait pas intervenir le temps est cependant insuffisante pour comprendre les comportements humains dans leur temporalité. Les conditions dans lesquelles vivent les individus vont changer continuellement au cours du temps. Il est dès lors de faire une analyse qui soit pleinement biographique. Prochaine. Nous allons pour ce faire introduire le temps vécu par les individus dans un modèle de régression classique. Il ne peut être question de donner ici
une vue complète de cette analyse biographique, mais d'indiquer seulement ses principes. Nous introduisions une variable aléatoire, grand T, qui mesure le temps écoulé depuis un instant initial, la naissance ou tout autre événement intérieur à celui qu'on étudie, jusqu'à cet événement. La fonction de séjour, à l'instant petit t cette fois-ci, est alors la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à cet instant petit t. Le quotient instantané d'occurrence de l'événement est défini comme la densité conditionnelle au séjour à l'instant petit t. Ne vous inquiétez pas trop de la complexité de ces notations. C'est les résultats qu'il faut voir. On peut alors étudier l'effet de diverses caractéristiques sur ce quotient instantané, en supposant par exemple qu'elles agissent de façon multiplicative sur ce quotient. On a alors affaire à un modèle à risque proportionnel. Bien entendu, d'autres effets que multiplicatifs pourront être testés et on pourra faire intervenir d'autres types de modèles biographiques. On peut également de la même façon analyser l'interaction entre les divers phénomènes démographiques cette fois-ci. De nombreuses dépendances entre ces phénomènes pourront alors être testées. Ainsi, l'un des phénomènes peut dépendre significativement de la survenue antérieure de l'autre, qui inversement pourra ne pas dépendre du premier. On est dans ce cas, dans le cas d'une dépendance locale, ce qu'on appelle les local dependence. Je vais vous en donner un exemple simple. En France, lorsque l'on analyse les liens entre nuptialité et départ de l'agriculture, pour les femmes, alors qu'il n'y a aucune influence du départ de l'agriculture sur leur nuptialité, en revanche, une fois mariées dans le monde agricole, elles vont y rester beaucoup plus que les célibataires. À l'inverse, pour les hommes, la dépendance locale est inversée. Une forte influence du départ de l'agriculture qui augmente leur nuptialité. En revanche, aucune influence du mariage sur leur départ de l'agriculture. On voit facilement tout l'intérêt d'une telle analyse que je ne poursuis pas ici, bien entendu, en faisant intervenir d'autres caractéristiques, ainsi de suite. Mais dès le départ, on voit la finesse de l'analyse qui permet de voir comment un phénomène peut agir sur un autre, et alors que l'autre peut ne pas agir sur ce premier phénomène. On peut également observer une dépendance réciproque entre les deux phénomènes, lorsque chacun influe significativement sur l'autre. C'est ce que nous avons montré, par exemple, pour les naissances d'enfants et le départ vers les métropoles. D'autres dépendances encore plus complexes peuvent être mises en évidence. Ainsi, lors de l'étude précédente que je viens d'indiquer, sur les liens entre fécondité et migration vers les métropoles, nous avons mis en évidence une dépendance a priori de la fécondité sur la migration à venir. Une sélection voit le jour dans la population initiale de femmes ayant une faible fécondité en milieu moins urbanisé, identique à celle des femmes vivant en métropole qui vont migrer plus vers la métropole. Enfin, l'hypothèse d'indépendance entre phénomènes, qui était à la base de l'analyse longitudinale, puisque c'était l'hypothèse de base, indépendance entre les phénomènes démographiques, eh bien, on peut essayer de la vérifier cette fois-ci. Et en fait, ce cas apparaît comme extrêmement rare, montrant la nécessité de dépasser le cadre de l'analyse longitudinale pour vraiment aborder une analyse biographique au sens plein de ce terme. Voyons maintenant le paradigme qui prévaut pour cette analyse suivante. Ce paradigme peut être approché par l'énoncé suivant. Un individu parcourt tout au long de sa vie une trajectoire complexe qui dépend à un instant donné de sa trajectoire antérieure et des informations qu'il a pu acquérir dans son passé. On voit facilement que cette approche lève toutes les difficultés rencontrées par l'analyse longitudinale, car les divers phénomènes peuvent maintenant être dépendants entre eux. Les populations étudiées peuvent être hétérogènes et les événements étudiés pourront être aussi complexes que possible. Il n'y a plus aucune difficulté d'étudier la mortalité par cause ou la sortie du célibat par cohabitation ou par mariage. Cette analyse peut se faire facilement avec les méthodes d'analyse biographique. Comme on le voit, cette approche qui se base sur les comportements des individus observés est un individualisme méthodologique cette fois-ci. Elle recherche
l'origine des comportements dans la vie passée des individus, sans rechercher les motifs de leurs actes dans la société elle-même. Les exemples d'analyse des comportements que je vous ai décrits montrent clairement cette attitude. On regarde par exemple la nuptialité des femmes restées dans l'agriculture comparée à celle des émigrantes à âge égal, en faisant intervenir diverses caractéristiques également individuelles. On ne recherche plus du tout un effet global de la société. On peut résumer ainsi cette approche. Elle décrit la vie individuelle comme un processus stochastique se déroulant dans une génération ou une cohorte hétérogène. Ces individus peuvent connaître un certain nombre d'événements qui les font passer d'un état dans un autre. En changeant d'état, les probabilités de connaître d'autres événements vont se modifier. Donc vous voyez qu'on est dans un cadre beaucoup plus large qui permet d'analyser plus finement les comportements individuels. Mais elle rencontre cependant encore un certain nombre de problèmes. Suivante. Si l'on peut faire intervenir de nombreuses caractéristiques individuelles, il n'est pas possible de les faire intervenir toutes. Dès lors se pose le problème de l'hétérogénéité non observée que j'avais déjà indiqué dans le cas de l'analyse longitudinale. Certains auteurs ont essayé de modéliser cette hétérogénéité. Mais on peut montrer qu'alors qu'il n'y a qu'un seul modèle sans hétérogénéité non observée, il y en a une infinité avec hétérogénéité non observée. Ces modèles ont des quotients estimés différents qui s'ajustent de façon identique sur les données observées. Donc on rencontre là un problème qui est assez difficile à résoudre. On ne peut choisir parmi ces modèles qu'en faisant intervenir des connaissances plus précises sur les comportements individuels. Mais cette fois-ci, on va sortir du cadre de la démographie et il faudra se tourner vers la psychologie, vers la sociologie, vers des sciences plus fines qui analysent les comportements individuels. Mais je pense cependant qu'il est possible d'étudier de façon théorique comment l'omission de caractéristiques affectait les paramètres estimés. Bretagnol et Hubert Carroll ont montré que cette omission n'affectait pas le signe des paramètres estimés, mais qu'elle en réduisait uniquement la valeur absolue. Donc vous voyez que ces résultats paraissent dès lors plus importants que l'introduction d'une hétérogénéité non observée sans avoir d'autres informations que démographiques. Ainsi, alors qu'en longitudinal, il n'était pas possible d'avoir une idée de cet effet, en biographique, ce résultat vient assurer les raisonnements tenus. Il y a enfin, avec cette approche biographique, le risque d'une erreur atomiste, contraire de l'erreur écologiste que nous avions introduite plus haut. En ne faisant intervenir que les caractéristiques individuelles, cette approche va ignorer le contexte dans lequel ces conduites se produisent. Ce risque d'erreur avait été déjà reconnu par les sociologues, comme Lazarsfeld, qui montrait la nécessité de faire intervenir divers types de groupes, de communautés ou d'organisations. Il est dès lors nécessaire d'aller au-delà de l'approche biographique en faisant intervenir cette fois-ci une analyse pleinement multiniveau. Suivante. À nouveau, nous décomposerons cette approche en deux parties, en introduisant d'abord l'approche contextuelle, avant d'aborder l'analyse pleinement multiniveau. Reprenons toujours l'exemple norvégien antérieur. Nous avons dans ce cas montré les résultats contradictoires auxquels conduisaient l'approche agrégée et l'approche individuelle. Nous allons maintenant essayer d'en faire la synthèse grâce à l'approche contextuelle. Faisons intervenir simultanément dans un même modèle logique, en vue d'expliquer la probabilité de migrer, le fait que l'individu soit agriculteur ou non, et le fait qu'il vive dans une région où il y a beaucoup ou peu d'agriculteurs. Donc vous voyez qu'on fait intervenir les deux caractéristiques, la caractéristique individuelle agriculteur ou non, et la caractéristique agrégée, l'individu vit dans un milieu où il y a beaucoup d'agriculteurs, l'individu vit dans un milieu où il y a peu d'agriculteurs. Nous utilisons toujours un modèle individuel, mais nous faisons intervenir simultanément caractéristiques individuelles et agrégées. Le résultat de cette analyse est porté dans le graphique 3. Ce graphique porte, en fonction du pourcentage d'agriculteurs présents dans chaque région, les probabilités de migrer des agriculteurs, cette fois-ci, en bas, et des non-agriculteurs en haut.
Et cette fois-ci, ces deux courbes sont tout à fait claires. Pour les agriculteurs, la probabilité de migrer est indépendante de la proportion d'agriculteurs vivant dans la région où ils vivent, présents dans la région où ils vivent, et toujours inférieure à celle des non-agriculteurs. Pour les non-agriculteurs, au contraire, cette probabilité va croître avec le pourcentage d'agriculteurs vivant dans leur région et est toujours supérieure à celle des agriculteurs. Donc on va voir comment, justement, la contradiction qui était apparente, cette fois-ci, entre analyse agrégée et analyse individuelle va paraître ici normale. La signification du comportement montré par l'analyse agrégée change complètement, en fait. L'hypothèse selon laquelle les faits sociaux ont une existence indépendante des individus qui les vivent et qui vient appuyer l'interprétation agrégée est contredite par cette analyse contextuelle. En fait, c'est une forte densité d'agriculteurs dans une zone qui va accroître les probabilités de migrer des autres professions et non celles des agriculteurs. Cela pourrait s'expliquer dans ces régions par un manque relatif d'autres emplois qu'agricoles qui va pousser les autres professions à en émigrer plus que les agriculteurs. Donc vous voyez que là, maintenant, on a un résultat qui est cohérent. On voit la raison de l'analyse agrégée et la raison de l'analyse individuelle, mais les hypothèses sont cette fois-ci différentes. Cette analyse présente un certain nombre d'avantages. Elle nous permet d'abord d'utiliser des données mesurées à divers niveaux d'agrégation dans un même modèle individuel et de mieux comprendre les effets de ces diverses caractéristiques tant individuelles qu'agrégées. Ensuite, cela nous montre clairement la différence entre cette approche qui utilise des données agrégées pour expliquer un comportement individuel et l'approche agrégée qui explique un comportement agrégé par des caractéristiques elles-mêmes agrégées. On peut donc ainsi éliminer le risque d'erreur écologique, car la caractéristique agrégée va mesurer une construction différente de son équivalent au niveau individuel. Elle n'intervient plus comme un substitut, mais comme une caractéristique de la sous-population qui va affecter le comportement d'un individu qui en fait partie. Simultanément, l'erreur atomiste disparaît à partir du moment où l'on fait intervenir le contexte dans lequel vit l'individu. Donc vous voyez que les deux types d'erreurs, cette fois-ci, disparaissent et on se trouve devant une analyse qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus profonde que les précédentes. Mais cette analyse n'a cependant pas que des avantages, à nouveau. Chaque fois, il faut revenir sur ce que l'on a avancé, la suivante. Ainsi, cette analyse impose des conditions très restrictives à la formulation des risques en fonction des caractéristiques tant individuelles qu'agrégées. Elle suppose en particulier que les comportements des individus à l'intérieur d'un groupe sont indépendants entre eux. En pratique, il est plus vraisemblable que le risque encouru par un individu d'un groupe donné dépende des risques encourus par les individus du même groupe. Ignorer cette dépendance intragroupe entraîne généralement des estimations biaisées des variances des effets contextuels, conduisant à des intervalles de confiance trop étroits. Également, les risques pour les individus situés dans des groupes différents ne peuvent pas varier librement, mais ont des contraintes très fortes imposées par le modèle utilisé. Cela conduit dès lors à une véritable analyse multiniveau. Prochaine. Donc, avant d'aborder ces modèles, montrons la différence qui existe entre un modèle contextuel et des modèles qui vont estimer les paramètres de chaque région séparément. La première figure montre les résultats obtenus dans chaque région faits à partir du modèle contextuel unique. On voit clairement apparaître les critiques faites précédemment à ces modèles. Les probabilités de migrer sont très resserrées, pratiquement concurrentes en un même point. D'ailleurs, on peut montrer mathématiquement que cela est parfaitement vérifié si l'on travaille sur les logiques de ces probabilités de migrer. Donc vous voyez qu'on a quelque chose qui va être très resserré, et comme on va le voir maintenant, sur la seconde figure, qui montre que les estimations faites séparément cette fois-ci sur chaque région, parce qu'on peut travailler sur chaque région indépendamment les unes des autres, seront beaucoup plus dispersées qu'avec le modèle contextuel.
elle vérifie la constatation précédente que les variances fournies par un modèle logite sont très fortement sous-estimées. Mais en revanche, dans ce cas-là, dans le cas où on travaille sur chacune des régions prises séparément, les tests statistiques que l'on peut faire sur les différences entre agriculteurs et autres professions pour chacune des régions ne sont plus guère significatives. Bien qu'on travaille ici sur l'ensemble de la génération norvégienne, je vous le rappelle, 28 462 individus. Donc vous voyez qu'on a un effectif important, mais les effectifs régionaux vont être beaucoup plus faibles et les effectifs d'agriculteurs régionaux seront encore plus faibles, ce qui fait que les tests que l'on fera ne permettront pas vraiment de conclure. Dans ce dernier cas, en fait, on va se trouver noyé dans des fluctuations aléatoires, une espèce de bruit, qui vont cacher tout résultat d'intérêt fondamental pour l'analyse. Il nous faut donc chercher un compromis entre le modèle contextuel qui donne des résultats significatifs mais fortement biaisés et les modèles régionaux qui ne donnent plus de résultats vraiment significatifs. Et c'est ce que les modèles multiniveaux vont permettre de réaliser. Suivante. Reprenons la figure précédente, donc c'est celle que je vous avais montrée sur le précédent transparent, qui donne les estimations faites séparément sur chacune des régions, qui empêche toute conclusion sûre pour la comparer à ce que va donner un modèle multiniveau que nous présentons maintenant. Introduisons dans un modèle logique contextuel, cette fois-ci, des paramètres aléatoires. L'idée est de poser des contraintes sur ces paramètres pour avoir des résultats plus précis. Si l'on suppose, par exemple, qu'ils sont répartis de façon aléatoire autour de leur valeur moyenne, on aura des aléas de moyenne nulle et dont on va estimer seulement les variances et les covariances. Cela constitue ce que l'on appelle une analyse multiniveau. Il est alors possible d'estimer ces variances et covariances, ainsi que les paramètres du modèle précédent du modèle contextuel, correspondant aux termes fixes du modèle multiniveau. Je ne donne pas ici les modèles d'estimation, les méthodes d'estimation, mais ceux qui sont intéressés pourront participer au séminaire plus détaillé que je donnerai sur ces questions plus théoriques les jours suivants. Il y a également la possibilité d'estimer les résidus au niveau agrégé, semblables aux résidus d'une régression classique. Cela conduit à la figure suivante, qui, voyez-vous, reflète mieux, beaucoup mieux que le modèle contextuel, les estimations faites sur chacune des régions avec des variances qui, cette fois-ci, sont pleinement significatives. Les différences avec la figure indiquée plus haut sont beaucoup plus faibles que ce que donnaient les modèles contextuels, même si les résidus ne sont pas parfaitement identiques aux résultats régionaux. Mais vous voyez que les modèles se rapprochent beaucoup mieux, cette fois-ci, entre les modèles individuels pour chacune des régions et le modèle contextuel qui travaille sur l'ensemble de la Norvège, mais en introduisant des paramètres régionaux. Suivante. Donc, nous voyons que ces méthodes présentent de nombreux avantages permettant d'introduire des groupes aussi nombreux que variés, et variés que possible. On peut d'abord introduire divers groupes socio-économiques, d'effets évidents. Par exemple, la famille, que l'on peut encore séparer en deux sous-groupes, les parents et les enfants, dont les comportements peuvent être assez différents les uns des autres. On peut introduire l'entreprise ou l'administration, qu'on peut également séparer en sous-groupes plus restreints, tels que des groupes professionnels. On peut introduire en sociologie de l'éducation la classe ou l'école ou l'université. En épidémiologie, on peut introduire le médecin, l'hôpital, la clinique. Donc vous voyez que l'on a une grande variété de groupes possibles à faire intervenir dans une telle analyse multiniveau. On peut encore introduire des groupes géographiques ou administratifs dont l'effet est moins direct que celui de l'école ou que celui de l'hôpital. Ils sont cependant souvent introduits en démographie car on ne dispose pas de données pour des groupes d'intérêt plus évidents et ils servent alors, dans ce cas, de remplaçants. Ainsi, les regroupements de type administratif d'un pays donné en unités peuvent être utilisés pour une analyse multiniveau. C'est ce que j'ai fait pour la Norvège, travailler sur les régions. Il serait peut-être plus utile de travailler sur les régions agricoles de la Norvège qui donneraient des résultats encore plus précis peut-être.
D'autres types de découpage sont utilisés par les statisticiens d'enquête en vue de réduire le recueil de l'information. Ils sont également utilisables pour une analyse multiniveau, bien que n'ayant pas été créés pour cela. Après avoir examiné la grande variété des types de niveaux, il nous faut maintenant voir les types d'emboîtement possibles. Comment les niveaux vont s'emboîter les uns dans les autres. On pourra avoir des classifications hiérarchiques qui permettent d'introduire des niveaux emboîtés les uns dans les autres. Partons des individus, ensuite les communes, ensuite les départements qui comportent chacun plusieurs communes, ensuite les régions qui vont comporter chacun plusieurs départements, ensuite les pays, on peut travailler sur divers pays, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, on a des emboîtements qui sont des classifications hiérarchiques. On peut également avoir des classifications croisées qui permettent d'introduire des niveaux qui n'ont aucune raison d'être hiérarchisés. Individus d'une part, relations de travail d'autre part, relations familiales d'autre part, représentées par l'entreprise dans laquelle travaille l'individu et par son entourage familial. Donc vous voyez que là, on aura des classifications croisées, mais qui ne seront plus emboîtées les unes dans les autres. D'autres classifications dans lesquelles les individus peuvent être simultanément membres de plusieurs unités d'un niveau supérieur. Individus, relations familiales, relations de travail, par exemple. Certaines relations de travail pourront être des relations familiales. Donc vous voyez qu'il y aura des regroupements entre ces groupes. Il a la possibilité de travailler sur ces divers types de regroupements. Cela permet d'introduire des termes aléatoires à chaque niveau d'agrégation, pouvant être liés à diverses caractéristiques individuelles du groupe considéré. On pourra alors estimer leur variance et covariance pour voir ceux qui ont un effet significatif et ceux qui n'ont pas d'effet significatif. Il nous reste enfin à voir les divers types de modèles que peut utiliser une analyse multiniveau. Il est possible d'estimer des modèles de régression linéaire, des modèles de type logite et des modèles biographiques multiniveaux qui, eux, vont constituer pour le démographe le plus fin, le plus précieux pour réaliser son analyse. La première classe de modèles de régression est la plus simple à estimer, mais plus rarement utilisable en démographie. Les caractéristiques individuelles continues sont en effet peu fréquentes dans cette discipline. Cependant, ces méthodes ont été les premières mises en place de 1981 à 1989. Elles sont en revanche beaucoup plus souvent utilisées dans d'autres sciences humaines. Ainsi, en sciences de l'éducation, elle est très souvent utilisée, car on considère par exemple les notes d'un élève à divers moments de sa scolarité. On peut considérer les notes comme des variables continues variant de 0 à 20, par exemple. Elle est également utile en économie, lorsqu'on considère le salaire ou le revenu d'un individu à différentes dates. Le salaire d'un individu peut être considéré comme une variable continue à nouveau. Souvent, le démographe peut être associé à ces travaux, en particulier du fait des caractéristiques démographiques à faire intervenir dans ces analyses. Donc, ces modèles sont quand même utiles pour les démographes. La seconde classe de modèles de type logique est beaucoup plus utilisée par le démographe. Il dispose souvent de l'information sur la survenue d'un événement au cours d'une courte période de temps, sur la présence ou non d'une caractéristique à un moment donné, ou sur le nombre d'événements survenus au cours d'une période. Dans tous ces cas, la variable à expliquer est une variable dichotomique, l'individu est migrant ou non, polytomique, l'individu est célibataire, en union, marié ou divorcé, l'individu est célibataire, ou encore un décompte d'événements, nombre de changements de logement, par exemple. Donc vous voyez que cela conduit à 3 grands types de modèles qui vont constituer une généralisation des modèles utilisés pour les régressions linéaires. Les procédures d'estimation sont plus complexes que celles pour les modèles linéaires et ont été mises en place progressivement en statistique de 1989 à 1993. La dernière classe de modèles est la plus complète, alliant les résultats d'une analyse biographique à ceux d'une analyse multiniveau. Elle est privilégiée, bien entendu, en démographie, où l'analyse la plus complète utilise toute l'histoire de la vie de l'individu pour expliquer ses comportements. Ceux-ci vont d'ailleurs survenir à des dates variables selon les personnes, et on considérera l'histoire de vie antérieure aux événements étudiés pour les expliquer. Cette analyse pourra faire intervenir divers types de découpage des événements à considérer,
dont l'effet sur les comportements observés devra être analysé. Le premier type de découpage concerne les événements répétitifs. Un modèle multiniveau pourra considérer chacun des épisodes de l'événement répétitif comme constituant un premier niveau d'agrégation, le second étant l'individu. Bien entendu, des niveaux encore plus agrégés pourront intervenir. Ainsi, on pourra considérer divers épisodes entre les naissances de rangs successifs d'une femme donnée comme un premier niveau, les différentes femmes comme un second niveau et les régions où elles vivent comme un troisième niveau. Donc vous voyez que cette fois-ci, on va descendre au niveau infra-individuel, on va travailler sur chacune des étapes que l'individu a parcourues au cours de sa vie. On pourra ainsi mettre en évidence une hétérogénéité individuelle et résoudre plus parfaitement le problème de l'hétérogénéité non observée que l'on voit revenir à nouveau et dont nous avons déjà plusieurs fois parlé. Ce n'est que lorsque l'on peut observer les divers événements d'un même type pour le même individu que l'on pourra estimer avec plus de certitude cette hétérogénéité non observée chez chacun des individus. Le second type de découpage intervient lorsqu'il n'y a qu'un seul événement observé par individu, mais que celui-ci se produit dans des unités plus agrégées dont on veut mettre en évidence l'effet. Ce cas est plus classique en analyse multiniveau. L'utilisation de ces modèles nécessite des sources beaucoup plus complexes que celles existantes pour pouvoir être efficaces. Le recueil d'une véritable enquête biographique multiniveau nécessiterait la mise en place d'un système d'observation représentatif des contextes sociaux existants et en partie hiérarchisés. En l'absence d'un tel système d'observation, qui est quand même très lourd à mettre en place et qui existe encore dans peu de pays, un certain nombre d'enquêtes réalisées permettent de répondre en partie à ces besoins. Par exemple, je pense au registre de population couplé avec des enquêtes biographiques sur des échantillons suffisamment nombreux pour travailler en multiniveau. L'estimation des paramètres d'un tel modèle biographique est encore plus complexe que celle d'un modèle logique. Elle n'a été mise en place que récemment, de 1985 pour les plus simples à nos jours, mais nous pouvons maintenant utiliser ces modèles à l'aide de logiciels qui fonctionnent. Je dois vous dire qu'au début, ils fonctionnaient très mal. Et j'ai moi-même fait l'expérience. J'ai dû travailler avec Harvey Goldstein sur ces modèles parce que ça ne convergeait souvent pas et il y avait vraiment des problèmes qui se posaient. Venons enfin aux différents modèles biographiques que l'on peut utiliser. Nous ne les présentons pas ici en détail. Indiquons seulement que l'on peut utiliser des modèles paramétriques, semi-paramétriques, des modèles à sortie accélérée, des modèles en temps discret, selon le problème traité. Cela donne une grande liberté d'action. Vous trouverez dans l'ouvrage que j'ai publié, Multilevel Synthesis, une analyse biographique multiniveau du départ de chez les parents en France, avec un découpage départemental. Cette analyse introduit également 3 types de départ de chez les parents: départ par mariage, par cohabitation et pour autres raisons. Il ne m'est bien sûr pas possible, pour des raisons de temps, de vous la présenter ici, mais je le ferai lors d'un séminaire plus détaillé consacré aux méthodes et aux résultats obtenus avec l'analyse multiniveau. Ceux qui seront intéressés pourront participer à ce séminaire. Cette approche, la suivante, cette approche ne va pas bouleverser le cadre de raisonnement utilisé pour une analyse biographique, mais en introduisant des effets de groupe, elle va permettre de le compléter. Le nouveau paradigme va toujours considérer que le comportement d'un individu dépend de son histoire passée, vue dans toute sa complexité, mais il va falloir ajouter que ce comportement peut également dépendre de contraintes extérieures exercées sur l'individu, que celui-ci d'ailleurs en soit conscient ou non. Son entourage, constitué par les membres de sa famille, par des amis, par des relations de travail ou de loisirs, pourra influer sur ses comportements. De même, le milieu dans lequel il vit, l'information sur le monde qu'il reçoit, tant par la presse que par la télévision et Internet, peuvent jouer un rôle important sur ses actions à venir. Plus généralement, la pression de la société qui l'entoure peut influer sur ses comportements sans même qu'il en soit pleinement conscient. Par exemple, dans l'exemple de la migration des agriculteurs, je ne sais pas si les agriculteurs, enfin les non-agriculteurs sont vraiment conscients du fait que la présence de beaucoup d'agriculteurs dans la région où ils vivent vont les contraindre à migrer plus fortement que dans les régions où il y a peu d'agriculteurs.
Ainsi, il sera possible de considérer les effets pervers d'actions individuelles dont l'objectif initial était tout à fait différent des résultats obtenus. En effet, même si les comportements individuels peuvent être vus comme rationnels et orientés vers un but précis, il arrive souvent que de nombreux individus n'obtiennent pas les résultats attendus. Deux importantes causes de cela peuvent se trouver. En premier lieu, d'autres actions individuelles peuvent intervenir et venir contrecarrer les effets attendus. En second lieu, les anticipations de ces actions peuvent être incorrectes. Ces effets sont donc induits par le milieu dans lequel les individus vivent, et il est à nouveau possible de les mettre en évidence à l'aide d'une approche multiniveau. Nous en arrivons aux conclusions générales suivantes. Au terme de cet exposé, nous avons pu donner une vue d'ensemble de l'évolution de la démographie et montrer les diverses facettes de l'analyse des faits sociaux. Ces facettes ne sont pas indépendantes entre elles, mais sont reliées par les divers angles d'approche de l'analyse, finalement. Nous avons pu voir combien elles peuvent être complémentaires, mais également combien l'une de ces approches peut modifier la vue de l'autre. Ainsi, l'approche multiniveau combine l'approche agrégée avec l'approche biographique, mais l'interprétation des résultats au niveau agrégé s'en trouve fortement modifiée. On peut dire que les objets analysés au niveau agrégé ne sont pas la somme ou la moyenne des caractéristiques individuelles. L'organisation qui prévaut au niveau agrégé donne à ces objets de nouvelles propriétés émergentes qui ne peuvent pas s'expliquer à l'aide des caractéristiques individuelles. Inversement, il est également nécessaire d'étudier l'effet du niveau agrégé sur les comportements individuels. Ainsi, l'approche multiniveau permet de dépasser l'opposition entre holisme et individualisme, car un tout est aussi une partie, la partie d'un autre tout, et une partie est aussi le tout d'autres parties, comme le dit si justement Robert Frank, le philosophe avec lequel je travaille. En rendant possible d'examiner simultanément la signification multiple d'un fait humain, dans un modèle qui incorpore les divers niveaux et une temporalité variée, l'approche multiniveau nous permet une avancée vers l'objectivation du vécu humain et plus généralement vers une forme nouvelle et une théorie plus complète en sciences humaines. Il me reste pour terminer à vous diriger vers mon site et vers des ouvrages plus complets sur ce thème pour ceux qui désirent en savoir plus. La prochaine. J'ai dirigé un premier ouvrage de la Methodos Serious sur la méthodologie et l'épistémologie de l'approche multiniveau. J'ai écrit un second ouvrage sur la série sur Demographic Method and Population Analysis sur les méthodes multiniveau. Vous pouvez les consulter si vous le désirez plus de détails sur cette approche et ses antécédents. Et vous pouvez voir sur mon site d'autres travaux que j'ai faits. Vous y trouverez pas mal de détails sur certains travaux que j'ai réalisés. Il me reste maintenant à vous remercier tous de bien avoir voulu écouter cette présentation trop rapide, bien entendu, à mon avis, des travaux qui se sont en fait étalés sur de nombreuses années. Je vous remercie beaucoup.